Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement. Vidéo excessivement importante en matière d'expatriation, donc je te conseille vraiment de la regarder jusqu'au bout. Et ça va concerner le point le plus important en matière d'expatriation et répondre à la question si tu t'expatriais au mauvais moment et donc quand s'expatrier, c'est le sujet de cette vidéo. N'oublie pas de nous rejoindre sur notre canal Telegram, l'accès t'est offert, nous sommes près de 3000 membres dessus avec du contenu exclusif, notre forum et le contenu d'experts qui t'est offert, tous les liens se trouvent dans la bio sous cette vidéo. D'ailleurs, sur le Telegram, j'ai posé hier soir la question à la communauté, oui, les vidéos sont enregistrées sur le moment, quelle est la question la plus importante en matière d'expatriation? Et je n'ai eu en aucun cas la question du quand s'expatrier, d'où la nécessité de faire cette vidéo. Et comme nous allons le voir, avec la différence de patrimoine en millions d'euros de certains, lequel est le plus riche, l'expatrié ou non, à la fin de cette vidéo, cette question est visiblement primordiale car on a des exemples publics de personnes ayant commencé en 2018 et ayant 4 fois plus de patrimoine que des personnes ayant commencé en 2011 et ayant gagné le même montant d'argent. En guise d'introduction, dans cette vidéo, nous allons donc nous concentrer sur le quand s'expatrier et non pas sur le comment ou le où s'expatrier. Même si indirectement, on va prendre des exemples concrets. On va voir que ta stratégie, si tu décides notamment d'avoir la possibilité d'être libre financièrement, est en réalité déterminante sur ton moment d'expatriation et que quelquefois, en le décalant légèrement, en payant un peu plus d'impôts, tu peux gagner des années en matière d'investissement. Comme je l'ai dit, on va également regarder des entrepreneurs, des infopreneurs français qui sont en réalité expatriés et l'autre non, pour voir s'ils ne sont pas expatriés au pire moment. Donc reste bien jusqu'à la fin, ça sera dans la conclusion de cette vidéo. L'immédiateté, c'est la principale raison de ce manque de stratégie. On veut répondre à des problématiques complexes de manière simple et donc on pense que l'expatriation, c'est le chemin le plus rapide tout en ignorant les autres possibilités et notamment en ignorant comment on peut structurer intelligemment une expatriation. Une vidéo YouTube, on va essayer de la garder courte. C'est le but de ces vidéos. Et ce sujet est tellement important que nous allons dédier une conférence en ligne entière uniquement à ce sujet. Quand s'expatrier, et on va voir la méthode hybride, ce que j'ai appelé la HEY. Pour t'inscrire à cette conférence, rien de plus simple, le lien se trouve dans la description et dans le commentaire mis en avant, même si nous devrions la faire payer tellement on va apporter de valeur et tellement cette question peut se transformer en millions d'euros. L'inscription est offerte, le lien se trouve dans la bio. Pense à mettre le rappel, je ne vais pas t'envoyer 15 mails avant pour te rappeler qu'il y a la conférence. Donc pense à activer les rappels, je ne suis pas du genre à vous harceler. Et nous rentrerons bien évidemment plus en détail. N'hésite pas à t'inscrire, tout est dit. Quand se pose la question de l'expatriation? Quand se pose la question de l'expatriation, elle se pose en réalité chez deux personnes et on va se concentrer que sur une seule catégorie puisque la première catégorie pensant à l'expatriation, ce sont les personnes qui pensent faire 100 millions d'euros d'ici 36 heures, qui pensent mettre une holding aux îles Caïmans détenue par 36 000 trusts, mais qui en réalité ne gagnent pas un euro encore. La deuxième catégorie, qui est celle qui nous intéresse et qui est peut-être celle dans laquelle tu te trouves, c'est les personnes qui arrivent à la fin du statut de micro-entreprise ou bien qui ont déjà un business qui tourne et qui pensent que l'expatriation peut permettre de décupler, à tort ou à raison, cela n'est pas le sujet de la vidéo, leur business et de croître plus rapidement. On avait fait un vlog sur retire l'émotion de l'équation. En disant que l'expatriation est souvent motivée par une émotion. Ça peut être une émotion de peur de ne plus avoir d'argent, une émotion de facilité. On avait pris l'exemple de Captain Jérôme, ce qui avait motivé son expatriation, c'était en réalité la facilité déclarative, notamment qu'on retrouvait en Estonie. Cependant, quand il a pris les coûts de son expatriation et qu'il les a mis face au coût du meilleur comptable à Paris, il s'est rendu compte qu'en fait, et le meilleur comptable à Paris te rend tes déclarations aussi simples qu'en Estonie, si ce n'est plus simple. Il s'est rendu compte qu'en fait, il aurait pu l'engager personnellement, limite. Donc, mais il y a toujours une émotion qui rentre en compte. Et de surcroît, c'est motivé généralement par un seul élément. Dans le cas de Jérôme, ce n'était pas les impôts, c'était la facilité. Dans d'autres exemples, c'est l'imposition. Et il ne considère pas un ensemble d'éléments. Et c'est ce qui est le plus important. Surtout que lorsqu'on parle d'ensemble d'éléments,
Il y a des infopreneurs, des vidéos sur YouTube qui vous font des calculs et qui vous disent que si vous expatriez, vous allez gagner en réalité 3 fois plus parce que vous allez mettre 66% d'impôts, contrairement à un pays comme Dubaï où il n'y a pas d'impôts. On fera une fiscaloscopie pour vérifier et étayer un peu ce qui est dit dans cette vidéo et le pousser un peu plus dans les retranchements. Également, cette notion d'un élément, c'est Sylvain Braillac, la personne qu'on a interviewée. Je te mettrai le lien en haut à droite si tu souhaites regarder cette interview. Il s'est expatrié et est revenu en France. Et il n'est pas revenu en France pour récupérer le RSA parce que le montant d'impôt qu'il va payer globalement, t'aimerais le faire en chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas le fait de ne plus avoir accès au RSA ou au chômage qui l'a motivé. C'est d'autres éléments et il s'est rendu compte que l'expatriation ne résolvait pas tous les problèmes et c'est très intéressant et cela peut t'aider. Un ensemble d'éléments versus un seul élément. Si on prend par exemple comme critère un seul élément, on va se concentrer notamment sur le niveau d'imposition. Déjà, si tu regardes que cela, ce n'est pas l'idéal. Mais si on pense que c'est important, et je vais t'expliquer cela, car le fait de se concentrer que sur cet élément, c'est la garantie, et que sur Internet, vous aimez bien des garanties, de foirer ton expatriation. Car ceux qui se sont expatriés et que vous pouvez suivre l'ont fait que sur ce critère, et leurs résultats témoignent en fait de l'échec de la stratégie. Donc, il ne faut pas prendre un seul élément en compte à partir du moment où tu t'expatries, mais il va falloir prendre un ensemble de critères. Et lorsque tu prends cet ensemble de critères, notamment les outils de structuration qui éliminent par exemple l'Estonie, cela élimine également 90% des juridictions lorsque tu veux être entrepreneur. Tu vas également considérer une temporalité. Où veux-tu être dans 5 ans et comment ton expatriation va s'inscrire dans cette stratégie globale? Alors, si ta stratégie globale se résume avec les impôts que je n'ai pas payés, je vais pouvoir investir massivement, reste bien jusqu'à la fin quand on va prendre des exemples concrets, visibles de tous, et en fait, on verra à quoi cette stratégie te conduira inexorablement. Si on prend un exemple concret, imaginons que tu souhaites rapidement investir dans l'immobilier, l'expatriation fiscale, elle va faire office d'un énorme frein. En matière automobile, c'est comme si tu considères te manger un arbre comme un frein. Certes, c'est efficace, certes, c'est radical, mais tu peux le faire qu'une fois. Hein. Déjà, si tu t'en sors indemne, mais ta voiture, elle repart pas. C'est pareil en matière d'investissement. L'expatriation, c'est un énorme frein et je peux vous le garantir, je parle suffisamment avec des expatriés qui n'ont pas pris en compte cette problématique et qui veulent faire de l'investissement. Je peux vous dire que quelquefois, ils auraient aimé peut-être avoir la chance de voir cette vidéo avant. Donc, si tu prends la verticale immobilière et que tu l'inclus dans ta stratégie globale et à l'ensemble des éléments, tu peux, par exemple, retarder ton expatriation. C'est-à-dire, tu investis et ensuite, tu t'expatries. Cela sera déjà mieux et plus simple, même si tu vas, pendant un petit moment, payer plus d'impôts, des charges sociales et compagnie. Tu peux mettre une stratégie complète. Ce que j'appelle une expatriation stratégique. Méthode essai, holding mobile, c'est des sujets qu'on détaille dans le Borderless Entrepreneur, avec un retour ensuite pour investir massivement, mais avec une structuration optimale pour pouvoir repartir ensuite si tu le décides, et pas à avoir à fermer tes sociétés les unes après les autres pour en rouvrir et pour perdre des années. Ça te permet d'activer tous les leviers, de ne pas perdre de temps et de rester libre dans tes choix. Ça, c'est une expatriation stratégique. Celle qui te laisse libre dans tes choix et qui t'empêche pas de faire ce que tu as envie. Cette méthode, c'est celle que je verrai dans la conférence en ligne. Donc, pense à t'inscrire. C'est la fameuse, je l'ai appelée « Hey ». Je t'expliquerai pourquoi. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la première méthode. Retarder légèrement son expatriation, c'est-à-dire décaler un peu son départ. Et cette dernière n'empêche pas, en même temps, la seconde, comme nous le verrons dans la conférence, les stratégies optimales, elles peuvent s'inclure dans toutes les stratégies business. Le manque de stratégie, ça s'inscrit nulle part puisqu'il n'y a pas de stratégie. Prenons un exemple concret d'une expatriation typique en France. Sur les personnes gagnant de l'argent, on oublie les Jean-Michel wannabe entrepreneurs qui ne gagnent pas de ronds. On se concentre sur les gens qui gagnent des ronds. On est sur une chaîne d'entrepreneurs ici. Donc, on a monsieur entrepreneur, c'est le schéma classique, qui débute son activité généralement en micro-entreprise, qui va atteindre les plafonds de la micro-entreprise et qui va ensuite considérer l'expatriation comme la seule solution, ou bien des personnes qui ont une SAS et qui sont dans des
tranche un peu bâtarde, ça veut dire entre 100 000 de profit et 250-300 000 euros de profit, qui se disent pour développer ma société, j'ai besoin de partir et de m'expatrier. Donc, ceux qui ont des micro-entreprises, ils ferment leur micro-entreprise, quittent la France et vont s'installer en Estonie, là où ils créent leur société. Les personnes en France, comme Sylvain Braillac, qu'on a vu dans l'interview et il le dit lui-même, ferment leur société en France, partent en Estonie, créent une autre société en Estonie. Et ils partent vers l'autre pays. J'ai pris l'Estonie, ça peut être Dubaï, ça peut être l'île Maurice. On verra un exemple, notamment à l'île Maurice. Et on s'installe ailleurs. Après tout, dans certaines vidéos, on vous explique que vous allez multiplier par 3 votre gain financier, que vous allez avoir beaucoup plus d'argent, que vous allez passer de 66% d'impôt à 0%. Je ferai une fiscaloscopie pour montrer la débilité de ce raisonnement et pour que vous ayez tous les éléments et pas pour que vous jugiez sur de l'émotion, mais que vous fassiez votre expatriation de manière optimale. Après tout, si vous voulez le faire que sur l'émotion, allez à la concurrence, ils vous diront exactement ce que vous avez envie d'entendre et vous pleurerez une fois que vous vous rendrez compte que ce n'était que du marketing. Une fois expatrié en Estonie ou ailleurs, certes, et ça ne fait aucun doute, il va optimiser sa fiscalité, mais il ne va pas prendre en compte tout ce qu'il va avoir, tout ce qu'il va laisser de côté. Premièrement, son historique en France, il va perdre son historique et donc son levier bancaire et sa capacité d'emprunt. Et le levier bancaire en France, la France a beaucoup de défauts, et ça je vous l'accorde. Les impositions, c'est détestable par rapport à ce qu'on a en retour. Si tout fonctionnait bien, qu'il n'y avait pas d'insécurité, que les villes soient propres et tout ça, ça ne dérangerait pas de payer un montant aussi élevé d'impôts. Mais payer autant dans un pays qui ne fonctionne pas, oui, ça énerve un peu. Cependant, en matière de levier bancaire, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, pour nos compatriotes belges du plat pays, on a les meilleurs systèmes bancaires permettant un investissement juste colossal. Donc, imagine que tu sois capable de lever 1 million d'euros, ce qui n'est pas énorme d'un point de vue français pour les entrepreneurs au niveau business dont on parle. Avant de gagner cela avec une économie d'impôt, il va falloir que tu génères 5 millions d'euros de profit et que tu payes 0% d'impôt. Et même à Dubaï, l'année prochaine, ça ne marche plus pour pouvoir faire le même achat cash financé par ton économie d'impôt. C'est-à-dire, ça sous-entend que tu passes de 8 000 euros par mois à 500 000 euros de profit par mois, et ce, sur les 3 prochaines années, avec une régularité parfaite. Tu as 500 000 euros de recurring billing, en gros. Donc, tu vois, avant d'atteindre ça et 1 million d'euros, c'est que dalle. Sur le levier bancaire, sur les personnes qui mettent les bonnes stratégies, c'est que dalle. On pourrait même taper un peu plus. Mais le but, c'est de rester dans le réaliste et l'atteignable. Sur place, tu vas avoir de la difficulté à investir massivement. Déjà, la barrière, la langue. C'est déjà difficile de s'exprimer à un banquier français, donc s'exprimer à un banquier étranger. Ça l'est encore plus. Ton statut de résident temporaire va jouer en ta défaveur, puisque les banques ne sont pas trop friandes des expatriés. Par exemple, en Estonie, il faut attendre d'avoir le statut permanent de résident permanent. Ceux qui sont en Estonie, retournez votre ID card, vous avez une date et vous devenez résident permanent à partir de cette date si vous êtes resté en Estonie ces 5 dernières années. C'est 5 ans. Et après, tu pourras investir. À l'île Maurice, on va te prêter, par exemple, uniquement sur la durée de ton titre de séjour. C'est-à-dire que si la durée de ton titre de séjour est de 5 ans, on va te financer ta maison sur 5 ans, ta résidence principale sur 5 ans. Et avec des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés et avec des apports en plus. Donc cela te limite énormément, cela te restreint énormément, pour pas dire cela peut même te décourager. Et si tu décides de revenir, et si tu décides d'investir en France depuis l'étranger, vu que par exemple tu auras choisi l'Estonie que pour les impôts, que si tu te verses un salaire, tu verras que tu as autant de charges sociales qu'en France et d'impôts sur le revenu qu'en France, jusqu'à 60 000 euros de rémunération sur une SARL, et qu'en plus ça ne te donne même pas accès au financement en Estonie, donc tu vas te payer qu'en dividendes. En France, on ne te finance pas sur des dividendes. Alors tu imagines qu'on va te financer en France en tant que non-résident sur des dividendes que tu te verses en Estonie. Non, mais tu peux contacter Tom Cruise pour le prochain Mission Impossible 7. Je pense que ça fait un super script. Et si tu décides de revenir en France, vu que tu auras motivé ton expatriation que par un motif qui est le fiscal ou d'autres, et que tu n'auras pas pris une vision globale, c'est les outils de structuration, comment tu peux faire, et de le faire préalablement à l'expatriation, c'est quand même plus pratique.
tu seras obligé de fermer ta société estonienne ou mauricienne, recommencer une française et attendre un historique. Donc, c'est reparti pour 1, 2, 3 ans de perdu. Donc, c'est bête, mais c'est bête et méchant, mais c'est aussi simple que ça. Alors que tu aurais pu et que tu pourrais tout simplement décaler un peu ton expatriation, le temps d'obtenir 1, 2, 3 financements avec tes revenus de ton business, en te faisant un peu le sacrifice en te versant des salaires, en créant un petit historique bancaire et en t'expatriant pas immédiatement. Ensuite, tu peux t'expatrier. En Europe, jamais on va te demander le remboursement anticipé du prêt. Cela est contraire au droit européen selon moi. Ça constituerait une entrave à la liberté d'établissement européenne et le droit européen est supérieur au droit national. Donc la banque qui te fait ça, tu l'attaques, je peux te garantir qu'à mon avis, c'est 1 euro million, quoi. En dehors de l'Union européenne, on pourrait te demander la constitution de garantie complémentaire, mais bon, c'est quelque chose à penser, c'est quelque chose auquel tu n'y avais peut-être pas songé, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Ensuite, tu te barres et tu capitalises à l'étranger, tu développes ton business dans les conditions optimales, si tu as besoin de l'expatriation pour développer ton business, et si tu décides de revenir en France pour réinvestir, il te reste un historique, il te reste une relation bancaire, il te reste un track record, cela sera beaucoup plus simple, quoi qu'on dise. Donc, la temporalité de ton expatriation, c'est la chose la plus importante, surtout si tu veux atteindre l'indépendance financière. Avec une stratégie sur 5 ans, tu pourras même aller plus loin et tirer le meilleur des demandes, plus rapidement, tout en cumulant les leviers bancaires et l'optimisation fiscale, ce que j'appelle la technique A, qu'on verra dans la conférence. Il me faudra 45 minutes pour l'expliquer. Je te rappelle, tu peux t'inscrire à la conférence, mais mets-toi un rappel, parce que vous êtes beaucoup à vous inscrire et à oublier la conférence. D'où l'importance de voir un peu plus loin que le simple mensuel dans ton business, de dire je veux gagner 10 000 euros par mois. Non, commence à parler en année. J'avais fait un programme sur Internet qui s'appelait Gagner 10 000 euros par mois pendant 365 jours. Ça n'avait pas plu parce que 365 jours, ça ne parle pas aux gens. Ils préfèrent gagner 8 000 euros et après plus rien gagner. Et c'est pour ça que les programmes marketing, on vous dit en 28 jours chrono, en 2 ans chrono pour devenir rentier immobilier. Ah bon, le jour où ça marche, tu me le dis. Mais regarde également le short qu'on avait fait sur la différence entre un milliardaire capitaine d'industrie et l'un des hommes les plus riches du monde et des plus brillants du monde en matière entrepreneuriale et un millionnaire Internet qui fait office de référence en matière d'investissement immobilier. Je te mettrai le lien dans la description ainsi qu'en haut à droite. C'est flagrant, cette différence de temporalité. Le quand est donc bien la question la plus importante en matière d'expatriation. Enfin, si tu vises l'indépendance financière, si ton kiff c'est de tapiner sur les 20 prochaines années et que ça t'excite, tu es bien avec une expatriation immédiate, limite après le RSA, quoi. Et encore, c'est même généreux. Tout dépend de ta vision. Et vu qu'il est de si bonne compagnie qui ne se quitte, il va être temps de conclure avec des exemples concrets, comme je l'ai dit, de retirer ses œillères et de regarder les millionnaires sur Internet qui se sont expatriés peut-être un peu trop tôt, et pourtant qui avaient des stratégies immobilières, qui se sont expatriés sans aucune structuration, qui se sont expatriés pour une motivation principalement fiscale, sans mettre de structure en place. Compare la taille de leur patrimoine. C'est aussi simple que ça. Regardons un exemple concret de 2 personnes qui étaient dans le même marché, qui ont dû gagner le même argent. Regardons-le concrètement. Christopher Van Gen, dans sa vidéo, il explique avoir débuté en 2018 réellement et avoir 11 millions d'euros de patrimoine d'après ses dires. Je ne suis pas allé les vérifier, je ne suis pas allé ausculter, je ne sais pas comment il le calcule. Mais il a mis des éléments, je ne suis pas dans sa communauté, donc n'hésite pas à dire si tu es dans sa communauté ces détails. Prends Cédric Anissette, il a débuté en 2011. De mémoire, c'était la signification de ces plaques d'immatriculation à Maurice, Anissex AC 2011 pour j'atteins l'indépendance financière en 2011. Sur son mastermind, il dit avoir un patrimoine entre 3 et 3,5 millions d'euros de patrimoine. Il a commencé 7 ans avant. Il s'est expatrié. Techniquement, il aurait dû avoir beaucoup plus de levier vu qu'il a optimisé fiscalement. Ils ont eu les mêmes chiffres, quoi qu'on dise, les mêmes activités. Pourtant, celui qui a payé le moins d'impôts, c'est le plus pauvre des deux. Alors, enfin, si on peut appeler pauvre à ce niveau-là. Mais il est pauvre par rapport à l'autre. Et on fera un live la semaine prochaine sur la sous-dimension des patrimoines et comment le manque de stratégie de certains peuvent te créer des croyances limitantes.
Parce que quand tu vois ces gens-là et le montant qu'ils gagnent, tu divises leur chiffre pour arriver à ton chiffre et tu te dis, putain, si lui, il a fait 11 millions et qui fait 2 millions d'euros par an, moi, en faisant 200 000, en réalité, je vais pouvoir faire qu'1 million. Alors que c'est la plus grosse croyance limitante. Ces gens-là ont des patrimoines qui sont ridicules par rapport à l'argent qu'ils ont gagné. Et c'est pas être rageux, c'est pas être jaloux. Je souligne leur réussite. Mais comparativement, leur patrimoine par rapport à ce qu'ils ont gagné et par rapport à leurs compétences, puisqu'ils t'enseignent l'investissement immobilier, et sont clairement ridicules et clairement sous-dimensionnés. Pense à mettre un like, pense à t'abonner, pense à partager et n'hésite pas à commenter si tu as des questions. Je serais curieux d'avoir ton avis. Je réponds à toutes les questions, même les questions connes, j'y réponds de manière conne également, mais n'hésite pas à poser tes questions. C'est moi qui réponds à toutes les questions sous les vidéos. Ciao, ciao!